Audio Jungle. Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une des actualités, le ministre national de la Défense séjournait à Beni au Nord Kivu, où est installé le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, nommé par le président Félix Tshisekedi, dans l'objectif d'encourager les forces armées de la République. Reprise timide de Goma ce lundi 10 février après les affrontements entre le FARDC et l'AFC M23. Malgré l'appel lancé par les autorités scolaires, plusieurs parents n'ont pas libéré leurs enfants. Le détail, c'est tout de suite. Encore une fois, merci. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre. Le ministre de la Défense nationale est à Beni où est installé le nouveau gouverneur militaire nommé par Félix Tshisekedi alors que Goma demeure sous occupation du AFC M23. Cette mission s'inscrit dans l'objectif d'encourager les forces armées congolaises à combattre jusqu'à reconquérir le territoire perdu. Les dialogues, un mot sacré qui peut nous aider à sortir de la situation actuelle, dit le cardinal Fridolin Ambongo dans son homélie. L'archevêque métropolitain de Kinshasa reste convaincu que la RDC restera une et indivisible. On l'écoute dans cet extrait choisi par David Mbachi. Nous avons plutôt l'impression de ce côté-ci que la communauté internationale tient double langage et la communauté internationale a le moyen de faire avancer la cause de la paix dans cette sous-région. Mais elle ne fait pas. Bon, non, nous on n'est pas pour des solutions sanctions. Nous sommes plutôt pour des solutions dialogue pour qu'ensemble on puisse tomber d'accord sur la voie à suivre. Avec la communauté internationale, c'est aussi question d'intérêt. Et s'il s'agit de l'exploitation des ressources minières du Congo, mais qu'on se retrouve ensemble et qu'on voit comment exploiter ces richesses pour que ça puisse profiter à celui qui investit, mais que ça profite aussi au peuple congolais. C'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant. La Belgique favorable aux sanctions fortes contre le Rwanda, telles que la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda, ainsi que la suspension du protocole d'entente Union européenne-Rwanda sur les matières premières. A pu apprécier d'entendre une nouvelle fois la Belgique tenir un discours non ambigu en la matière, reconnaissant qui était agressé et qui était l'agresseur, bien loin des postures de double standard, parfois un peu d'équidistance que d'autres pays peuvent tenir, leurs intérêts stratégiques étant parfois bien différents des nôtres, mais avec la volonté ferme de la part du Royaume de Belgique, et le mérite en revient d'ailleurs à mon prédécesseur, qui avait, pas plus tard encore que le mois dernier, fin janvier, dans les instances du Conseil européen, plaidé pour qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises par les pays européens, telles que par exemple la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda, la suspension aussi du protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'Union européenne et le Rwanda, ou encore d'autres mesures liées au financement par la Facilité européenne de paix de l'armée rwandaise au Mozambique. Et je l'ai dit d'ailleurs de manière ferme, la presse en effet le relais, que en la circonstance, des sanctions à l'égard du Rwanda plus larges, notamment économiques, pouvaient s'envisager, même si on le sait, et il est important de le redire, la solution ne pourra de toute manière être que diplomatique et elle ne pourra pas être militaire. Du reste, il y a déjà déployé à l'est du Congo la MONUSCO et d'autres forces internationales pour essayer de venir en appui de la stabilisation de la région. Donc je vais continuer de relayer de manière vigoureuse cette position dans les instances européennes, mais vous le savez que pour que des sanctions soient décidées, il nous faut l'unanimité, et c'est là évidemment où le processus est plus contrariant
Mais je pense avoir été très clair hier. Et face à la menace persistante que représente l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23, le gouverneur du Sud Kivu tient à rassurer la population quant au contrôle effectif de la situation par les forces armées de la République FARDC, appuyées par le gène patriotique Wazalendo. En l'écoutant. Préciser, à dire à la population de rester calme, d'évacuer à ses occupations, simplement parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris des mesures appropriées pour renforcer nos effectifs, pour leur doter des équipements appropriés, mais aussi pour leur doter de la ration alimentaire ainsi que de leur salaire, entre guillemets. Tout est arrivé, tout est distribué correctement et donc il n'y a vraiment pas de quoi craindre. Les gens qui disaient ils sont déjà à Katana, ils sont à Birava, ils sont à Kavumu, c'est vraiment de l'intoxication pure et simple. À l'heure où je vous parle, la réalité, c'est que lorsqu'on a changé nos forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, parce qu'il y a toujours le relèvement, ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, il faut les relever. Et quand on les a relevés, effectivement, avec des nouvelles unités qui sont sur le terrain, en quittant cet axe de Calais jusqu'à Kavumu, il y a eu des bévues que quelques éléments ont commis. Mais encore une fois, ce sont des hommes armés qui auraient commis ces bévues, ces violations des droits de l'homme, parce qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu quelques personnes qui ont été assassinées dans certains coins, notamment à Kavumu. On nous parle d'environ 7 personnes tuées par des hommes armés dans un lieu public de la place, dans un restaurant, bar-restaurant. On nous parle aussi de quelques blessés et quelques armes qui ont été saisies. Nous avons immédiatement dépêché le commandant de la force, notamment le général Yav. Nous avons aussi dépêché notre ministre de l'Intérieur, Mouroula Kahacha dit Fokamaïk, qui sont sur le terrain avec la police militaire. Donc vraiment, nous tenions à rassurer la population. Les enquêtes, la commission d'enquête va être lancée tout de suite. Le Conseil de sécurité ici réuni vient de prendre des décisions. Au Sud Kivu, il s'est ouvert ce lundi 10 février à l'auditorat militaire de Bukavu les procès de 84 militaires de forces armées de la RDC présumés aux terres de pillage, assassinat de moins 9 civils à Kavumu et Miti. Ces militaires ont été arrêtés et transférés à la prison centrale de Bukavu. Au Nord Kivu, je l'ai annoncé en titre, malgré la sensibilisation des autorités scolaires qui ont appelé le parent à envoyer leurs enfants à l'école. Selon un constat fait par notre équipe de reporters, ce lundi 10 février à Goma, plusieurs écoles ont ouvert leurs portes, mais les élèves n'ont pas répondu à l'appel. Par contre, dans d'autres écoles, les élèves étaient présents, mais les cours ne se sont pas donnés normalement. Simon Capiron. Il y a des perturbations, les profs sont là, mais bon, les élèves sont là, mais ils ne sont pas nombreux. Les activités reprennent, qu'on étudie normalement. Ils ont dit d'attendre s'il y aura des élèves qui peuvent arriver à l'école, mais il n'y a personne. Non, on n'a pas étudié. À raison il n'y a pas des élèves. Le fait nous a dit de rentrer à la maison, demain on vient. On a dit même les élèves qui n'ont pas encore venu aujourd'hui, on vient demain, on va étudier. Autre sujet d'actualité, le service national ne cesse de s'étendre à travers le pays. Après Kanyamakasese dans le Olomami, le service national s'installe à Lovo, situé à plus de 150 km de la ville de Kinshasa, précisément au Congo central. Au moins 500 hectares de maïs ont été produits cette saison et 1000 hectares de production sont attendus la saison prochaine. Le lieutenant général Kassongo Kabwik veut en faire l'un des plus importants centres, vu sa position stratégique et la qualité de son sol. C'est dû particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à sa situation géographique également, c'est-à-dire, je pourrais dire sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamakasese.
vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de l'OVO nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à l'OVO, contrairement à Kanyamaka CC où Kanyamaka CC est enclavé, il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. Il y a un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Or, le site où nous sommes, nous l'exploitons en météage, c'est-à-dire nous sommes en train de louer les terres qui appartiennent aux tierces personnes. Et donc vous voyez, s'il faut y investir des millions de dollars pour faire l'irrigation, on a un peu peur, on se dit, vous investissez aujourd'hui, demain on vous dit de ne plus exploiter, tout l'investissement que vous avez mis là-bas pose problème. Deux possibilités, soit on plaide auprès du gouvernement, qui nous l'achète et le met, mais ce site à notre disposition, ou on négocie avec le propriétaire pour un contrat à longue durée, à long terme. Parce que les investissements qu'il faut faire, il faut attendre le retour de ces investissements, ce n'est pas moins de 10 ans, ce n'est pas moins de 12 ans. Donc le gouvernement peut accepter de mettre des investissements lorsqu'il y a des garanties que c'est un contrat à longue durée qui va être fait. Ça sera bénéfique et pour le propriétaire de la concession, et pour le service national, et même pour la population. Parce que là, la production va automatiquement croître. Restons toujours au Congo central. Le collectif des anciens agents de la commission spéciale des contrôles et d'encadrement de recettes du péage et paysage réclament leurs arriérés de salaire interrompus depuis décembre 2023. Suivez cet élément. Cette structure du collectif des anciens agents de la commission spéciale des contrôles et d'encadrement de recettes du péage et des paysages au Congo central, notamment ceux du poste de péage de Kenge, Lukala et Kasangulu, déplore l'arrêt soudain du paiement de ces sommes dues alors que leur rémunération était jusque-là traitée simultanément avec celle des agents et du personnel du gouvernorat du Congo central. Impayés depuis décembre 2023, les collectifs rappellent que ces membres ont été officiellement notifiés de la cessation de leurs prestations en octobre 2024. Interrogé hors caméra, l'un de ces agents souligne que l'interruption du paiement des arriérés met en péril la survie de nombreuses familles. C'est ainsi que ces anciens agents du péage du Congo central sollicitent l'implication des autorités provinciales et l'intervention du ministère provincial des Finances pour qu'une solution favorable soit trouvée. En dehors de nos frontières, les migrants sont dans l'incertitude à la frontière entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique. Le point avec nos confrères des Hero News. Le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine le cheval de bataille de son deuxième mandat à la Maison-Blanche. Les gouvernements américains successifs, tant républicains que démocrates, tentent de répondre depuis des années à l'immigration clandestine dans le pays. 11 millions de personnes vivraient actuellement en situation illégale aux États-Unis. Depuis le début de l'année, environ 8000 migrants ont été arrêtés dans tout le pays. Nombre d'entre eux ont déjà été expulsés. Su tristeza, su desesperación, su frustración va en aumento. La situación en la que se encuentra en esta frontera de Matamoros, Tamaulipas, es de lágrimas, desesperación. Y realmente no tienen un plan B, ellos no saben qué hacer. Mucha gente está como en el limbo, porque no tienen un documento migratorio, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no conocen la ciudad. Gladys Cañas coordonne la distribution d'aide humanitaire aux migrants. Llevando comida, agua, artículos de aseo personal, colchas y todo lo que pudiera servir para que ellos pudieran estar de manera digna en ambos puentes internacionales. Malgré tout, de nombreux migrants se disent toujours déterminés à entrer aux États-Unis pour y trouver un travail. Quiero luchar hasta que se pueda, hasta que se abra otra puerta, otra ventana, esperar acá. Trabajar aquí, viviendo aquí,
comprar casa aquí para viviendo. Vienen aún todavía con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos. Pero la historia de Gladys es solo un ejemplo de los muchos casos que se están produciendo de solidaridad. Son numerosas las ONGs y las asociaciones que ayudan estos días a los migrantes que parece no tendrán un buen futuro fuera de la frontera. En Miami, Roberto Macedonio, Euronews. Et puis en Chine, un mort et 28 personnes disparues à la suite d'un glissement de terrain dans le sud-ouest du pays. Suivez. En Chine, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants après un glissement de terrain dévastateur. La catastrophe s'est produite près de Yibin, une ville située dans la province montagneuse du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Au moins une personne est morte et 2 autres ont été blessées. En outre, 28 personnes seraient portées disparues. Le président chinois Xi Jinping a demandé aux secouristes de tout faire pour les sauver. Les autorités ont déclaré que le glissement de terrain qui a déplacé tout un pan de montagne avait été causé par les récentes fortes pluies et les conditions géologiques. Enfin, pour terminer, parlant de l'Ukraine, de représentants américains seront en Europe cette semaine pour discuter la fin de guerre en Ukraine. Euronews. Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, a déclaré que de hauts responsables de l'administration seront en Europe cette semaine pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces rencontres devraient se dérouler à Munich, en Allemagne, où se tiendra la conférence annuelle sur la sécurité à la fin de cette semaine. Le vice-président J.D. Vance y sera présent. Mike Waltz a également souligné que l'administration Trump cherchait aussi à entamer des discussions avec l'Europe sur la récupération d'une partie de l'aide apportée par les États-Unis à l'Ukraine. Il a ajouté que les alliés européens devront également jouer un rôle plus important dans le soutien à l'Ukraine à l'avenir. Selon Mike Waltz, l'économie russe ne se porte pas bien et il s'agit d'un des leviers utilisés par Donald Trump pour faire pression sur Moscou. Le président américain s'est dit prêt à taxer, à imposer des droits de douane et à sanctionner la Russie pour amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Alors qu'il voyageait à bord d'Air Force One ce dimanche, Trump a confirmé qu'il avait une conversation avec son homologue russe. And I expect to have many more conversations. We have to get that war ended. It's going to end. And we have to get it ended. And we have to get it ended soon. Should have never happened. Would have never happened if I was president. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie, l'ancien général Keith Kellogg, participeront au sommet de Munich. Le président Zelensky dirigera la délégation ukrainienne. Il a rappelé que la fin de la guerre semble proche, mais que rien ne se fera dans son pays lors de futurs pourparlers et qu'il ne faut pas donner à la Russie l'occasion de diviser le monde et de diviser les partenaires. Fin ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord le rappel des titres. Le ministre national de la Défense séjournait à Beni au Nord Kivu, où est installé le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, nommé par le président Félix Tshisekedi, dans l'objectif d'encourager les forces armées de la République. Reprise timide de Goma ce lundi 10 février après les affrontements entre le FARDC et l'AFC M23. Malgré l'appel lancé par les autorités scolaires, plusieurs parents n'ont pas libéré leurs enfants. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite au programme sur nos antennes. Au revoir.